Dans cette séquence vidéo et la suivante, nous allons nous intéresser à un nouveau concept, les interfaces en Java. Mais commençons par un exemple, avec cette fois-ci un autre jeu, où l'on aurait par exemple besoin de balles, de raquettes, de filets, de joueurs. Et supposons que chacune de ces entités ait besoin d'une méthode évolue pour les faire évoluer dans le jeu. Naturellement, la façon de concevoir ceci en programmation orientée objet serait de faire une classe abstraite entité qui aurait donc la méthode abstraite évolue et de faire hériter la balle, les raquettes, le filet, le joueur de cette classe abstraite entité. Mais admettons que l'on pousse un petit peu plus loin l'analyse du jeu et qu'on se rende compte que certaines de ces entités, donc par exemple les balles, les raquettes, les filets, devraient avoir une représentation graphique, qu'on les voit effectivement sur l'écran du jeu, et que par exemple on ne voit pas le joueur. Donc à ce moment-là, on aurait à dissocier les joueurs des balles, des raquettes et des filets du point de vue de avoir une représentation graphique. On pourrait aussi imaginer que certaines entités devaient être interactives, donc par exemple pour pouvoir les contrôler au clavier ou à la souris, comme donc une balle, une raquette, et d'autres que l'on ne pourrait pas faire bouger, donc par exemple le filet et le joueur. Donc comment organiser tout ceci au niveau de notre conception orientée objet? Idéalement, on ferait tout ça au travers de classes, avec donc par exemple une classe interactive qui nous permettrait de gérer de façon interactive donc la balle par exemple et la raquette, une classe qui nous permettrait d'avoir une méthode pour dessiner graphiquement les objets graphiques dont hériteraient filet, raquette et balle. Mais ceci ferait donc ce que l'on appelle de l'héritage multiple. La balle hériterait de façon multiple d'une entité et d'interactif et de graphique. Or, en Java, on ne peut pas avoir d'héritage multiple. En Java, on n'a que de l'héritage simple. Donc, comment faire? Avant d'y répondre, signalons simplement que certains autres langages de programmation ont choisi d'avoir l'héritage multiple. Alors donc, pourquoi il n'y a pas d'héritage multiple en Java? Simplement parce qu'il y a parfois des situations un petit peu difficiles à comprendre, difficiles de comprendre quel sens on veut vraiment donner. Donc, par exemple, si on avait une classe qui hérite multiplement d'un animal, est-ce que c'est un animal, le même animal, ou est-ce que c'est deux animaux? Et ces situations sont aussi difficiles à comprendre pour le compilateur, donc avec des décisions à prendre. Ceux qui voudraient s'en convaincre pourraient aller voir la séquence sur les classes virtuelles en C++ sur notre autre MOOC qui se déroule en parallèle concernant le langage C++, et vous serez certainement convaincus. Une autre raison, c'est qu'on peut avoir de l'ambiguïté lorsqu'une méthode ou une variable est déclarée dans plusieurs superclasses, laquelle utiliser, comment y accéder. Donc pour de bonnes raisons, Java a décidé de ne pas avoir d'héritage multiple. Donc comment faire pour bien concevoir en Java le jeu que nous avons imaginé jusqu'ici? Revenons pour cela à la raison qui nous avait poussé à introduire de l'héritage multiple. Pourquoi voulions-nous de l'héritage multiple dans notre jeu vidéo? Pour imposer à certaines classes de mettre en œuvre des méthodes communes. Donc par exemple, on voulait que balle et raquette aient une méthode qui permette par exemple de gérer un clic de souris. Mais la méthode gestion clic ne peut pas être une méthode pour leur superclasse commune à tous, pour la classe entité, parce qu'un joueur, par exemple, n'a pas de gestion clic. Donc ce que l'on veut, c'est imposer un contenu commun à certaines sous-classes en dehors d'une relation d'héritage pour la différencier d'autres sous-classes. C'est ce qu'on appelle donc la notion justement d'interface en Java. La notion d'interface en Java, qui est différente de la notion de classe, va nous permettre comme ça d'imposer à certaines classes d'avoir des contenus particuliers sans que ça fasse partie à proprement parler d'une classe. Donc par exemple ici les sous-classes raquettes et balles sous-classes de la classe d'entité vont en plus avoir l'interface par exemple interaction ou interactif qui permet donc de gérer par exemple les interactions à la souris. Et il n'aurait été bien sûr pas correct d'avoir cette méthode gestion clic dans la classe entité parce qu'alors le filet et le joueur auraient aussi eu une méthode gestion clic dont ils n'ont absolument rien à faire. Les sous-classes balles, raquettes et filets de la classe entité vont en plus avoir une interface qui les oblige à pouvoir se dessiner d'un point de vue graphique. Voilà donc pour le concept d'interface. Maintenant que vous avez une idée de l'utilité des interfaces, voyons à quoi cela correspond concrètement en Java. En Java, une interface se déclare un peu comme une classe, à la différence près qu'on va remplacer le mot réservé classe
par le mot réservé interface, suivi du nom de l'interface, librement choisi, puis une paire d'accolades ouvrantes et fermantes, un peu comme pour le corps d'une classe. À la différence d'une classe, une interface ne peut comporter que des méthodes abstraites, ce qui est le cas le plus courant, ou encore des constantes. Voici donc à quoi pourrait correspondre le code des interfaces de notre petit exemple d'introduction. Vous vous demandez sans doute ici pourquoi les méthodes définies à l'intérieur des interfaces sont définies sans le mot réservé abstract alors que nous venons de voir qu'une interface ne contient que des méthodes abstraites. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans un tout petit moment. Pour rappel, l'idée était que ces interfaces imposent un certain contenu aux classes avec lesquelles elles sont en relation. Et ici, le contenu imposé était typiquement un certain nombre de méthodes. Une interface, ne pouvant contenir que des méthodes abstraites, ne peut pas contenir de constructeur. Il est donc impossible de créer une instance d'interface. Donc ici, par exemple, je ne peux pas écrire dans un programme quelque chose qui a cette allure. Donc déclarer un objet graphique et essayer de l'instancier par une tournure de cette nature. Ceci est évidemment impossible. Mais revenons à la question qui nous a préoccupés tout à l'heure. Pourquoi sommes-nous ici dispensés de mettre explicitement le mot réservé abstract, par exemple? Comme les méthodes d'une interface sont nécessairement abstraites, Java vous dispense de le mentionner explicitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute méthode déclarée dans une interface est nécessairement abstraite et est nécessairement publique. Si vous essayez de déclarer une méthode d'interface avec un autre modificateur que public, vous aurez droit à un message d'erreur du compilateur. Il est également possible de faire figurer dans une interface des constantes, même si cela est moins courant que les méthodes abstraites. Par exemple, je pourrais définir une interface comme ceci, qui contient donc des constantes, comme ceci. Et dans ce cas-là, je dois donner des valeurs aux constantes, puisqu'il n'y a pas de constructeur éventuel qui pourrait attribuer des valeurs initiales à ces constantes. Je suis obligé de le faire à ce stade. Et comme pour les méthodes, il y a aussi des modificateurs implicites pour les constantes. Toute constante que vous mettez dans une interface est nécessairement publique, final et statique. Nous savons maintenant ce que l'on peut mettre à l'intérieur d'une interface. Intéressons-nous à comment établir le lien entre l'interface et une classe. Ce lien s'établit au moyen d'un mot réservé particulier, le mot réservé implements. Lorsque l'on déclare la classe, on va indiquer que cette classe implémente un certain nombre d'interfaces. Il peut y en avoir plusieurs, séparées par des virgules. Par exemple, pour exprimer le fait que notre classe filet étend la classe entité, mais implémente l'interface graphique, ce qui va nous permettre de voir ce filet comme un objet dessinable, on va écrire en Java la classe filet étend la classe entité et implémente l'interface graphique. Lorsqu'une classe implémente un certain nombre d'interfaces, il est impératif, si on veut qu'elle soit instanciable, qu'elle redéfinisse toutes les méthodes déclarées dans les interfaces. Toutes les méthodes abstraites doivent être redéfinies concrètement dans la classe qui les implémente pour que celle-ci soit instanciable. C'est de cette façon qu'une interface impose un contenu à une classe qui l'implémente. Dès l'instant où on établit le lien entre la classe et l'interface, alors la classe, si on veut pouvoir l'instancier, doit redéfinir toutes les méthodes spécifiées dans l'interface. Donc, comme nous l'avons vu, une classe peut parfaitement implémenter plusieurs interfaces. Par exemple, la balle est un objet cliquable et est un objet dessinable, donc elle implémente deux interfaces, l'interface interactive et l'interface graphique. Si on veut pouvoir créer des instances de balle, ce qui est probablement le cas, alors la classe balle doit impérativement donner une définition concrète de la méthode gestion clic et de la méthode dessinée. Notez qu'en Java, il est tout à fait possible de déclarer une hiérarchie d'interfaces. On dira qu'une interface en étend une autre et ceci s'exprime au moyen du mot réservé extends, comme pour les classes. Par exemple, ici, nous avons deux interfaces gérables par souris et gérables par clavier qui étendent toutes deux une super interface interactive. Nous avons bel et bien ici une hiérarchie d'interfaces avec une super interface interactive et deux sous-interfaces gérables par souris et gérables par clavier.
Avant de poursuivre, revenons à notre premier exemple de classe implémentant une interface, et ce pour mentionner un point qui peut avoir son importance. Nous avons vu précédemment que dans une interface, les méthodes étaient de facto publiques. Que se passe-t-il si une classe qui implémente une interface définit la méthode présente dans l'interface, mais avec des droits différents que le droit public? Donc imaginez par exemple qu'ici, je mette le droit d'accès protected. Eh bien, ceci sera tout bonnement refusé par le compilateur parce qu'en Java, lorsque vous redéfinissez une méthode existante, vous avez le droit d'élargir les droits, mais jamais de les restreindre. Notez que ceci est également valable pour la redéfinition dans le cadre de l'héritage. Si j'ai par exemple une superclasse grand A dont hérite une sous-classe B, si la méthode A définit une méthode M comme publique, alors la redéfinition de cette méthode ne peut pas restreindre les droits. Ceci sera refusé. En déclarant une interface dans un programme Java, vous déclarez en fait un nouveau type, comme c'est le cas lorsque vous déclarez une nouvelle classe. Il est donc tout à fait possible de déclarer une variable de type interface, comme ceci par exemple, et d'y affecter un objet, mais attention, pas n'importe lequel, l'objet d'une classe qui implémente cette interface. C'est le cas ici. Donc nous affectons à une variable de type graphique un objet de type balle, préalablement instancié comme une balle. Pour que ceci soit possible, il faut évidemment que la classe balle implémente l'interface graphique. Il peut être intéressant dans certaines situations de manipuler des objets sous leur étiquette d'interface plutôt que sous leur étiquette propre. Par exemple ici, plutôt manipuler une balle comme un objet graphique, et dans ce cas, ça justifie ce genre d'affectation. Dernière petite remarque, sachant que on peut parfaitement affecter un objet de type sous-classe à une variable de type superclasse, cette variable contenant un objet de type balle, donc implémentant l'interface graphique, est-ce qu'il est possible d'affecter cette variable à un objet de type graphique? Alors, ceci est possible, mais à une condition près. Il faut ici rassurer votre compilateur sur le fait que ce qui est contenu dans la variable est bel et bien un objet qui implémente l'interface en question, l'interface graphique. Et pour ce faire, on a recours à une conversion de type, à un transtypage ici. Pour résumer, la fonction essentielle d'une interface est d'attribuer des composants communs à des classes qui ne sont pas liées par une relation d'héritage. En clair, dans notre exemple, l'interface interactive nous a permis ici d'imposer un contenu commun, une méthode gestion-clic, à deux classes, balle, raquette par exemple, qui ne sont pas liées entre elles par un lien d'héritage. Nous n'avons pas balle héritant de raquette ou vice-versa. Une interface peut comporter soit des constantes, c'est-à-dire des variables finales, statiques et publiques. C'est assez rare et exige une certaine discipline. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une ambiguïté possible si par exemple une classe implémente deux interfaces qui chacune comporte la même constante. Supposez par exemple que dans un programme, nous ayons une première interface I1 qui contienne la définition d'une certaine constante et une seconde interface, I2, qui contiendrait une constante du même nom, avec possiblement une autre valeur, mais pas forcément. Si maintenant nous voulons déclarer une classe C qui implémenterait les deux interfaces, alors ici, clairement, il y a un problème, il y a une ambiguïté. Laquelle des deux constantes veut-on utiliser? Et ceci sera refusé par le compilateur. Autre composant possible d'une interface, et le plus couramment rencontré, les méthodes abstraites. Et là, nous avons vu que toute classe qui implémente l'interface, si elle veut pouvoir être instanciée, doit fournir une définition concrète de la méthode. Sinon, elle ne pourra pas être instanciée. Les interfaces permettent donc d'imposer à certaines classes de fournir un certain contenu sans forcément avoir recours à la notion de classe et de méthode abstraite. Contrairement au cas des variables, comme les méthodes abstraites sont sans instruction, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Par exemple, si dans une interface I1, il y a une méthode abstraite M et que dans une autre interface I2, il y a également une méthode abstraite M, alors une classe C peut parfaitement implémenter les deux interfaces sans que cela ne fasse réagir le compilateur.
Si elle veut pouvoir être instanciée, la classe C doit en effet fournir une définition de la méthode M, peu importe qui lui en impose la présence. Notez que l'API de Java fournit de très nombreuses interfaces prédéfinies. Par exemple, l'interface Comparable impose aux classes qui l'implémentent de fournir une méthode compareTo prenant en argument un objet de type object. Pour terminer, intéressons-nous à quel type de relation met en place une interface. Typiquement, nous avons vu que l'héritage permet de mettre en place une relation de type éteint. Une balle est une entité du jeu. Nous avons vu également que lorsqu'une classe a pour attribut un objet d'une autre classe, alors il s'établit entre les deux classes une relation de type A1, un guerrier a une arme. Enfin, une interface permet en fait d'assurer qu'une classe se conforme à un certain protocole, et nous allons dire donc que la relation qui est mise en place est une relation de type se comporte comme. Une balle est une entité du jeu, mais elle se comporte comme un objet graphique et un objet interactif. Et ceci conclut notre séquence sur les interfaces en Java.